Il était une époque non pas si lointaine que l'imagination voudrait le croire, où Édouard Valmont régnait sur un empire numérique dont les fondations reposaient sur des algorithmes aussi complexes que les rouages d'une destinée humaine. Cet homme, dont le nom résonnait dans les salles de conférence des capitales du monde avec la même révérence qu'on accorde aux titans de l'industrie, possédait cette assurance particulière que confère la richesse absolue, cette conviction intime que le monde se plie naturellement à la volonté de celui qui détient les clés du royaume financier. Son appartement, perché au 43e étage d'une tour de verre et d'acier qui semblait défier les cieux eux-mêmes, offrait une vue panoramique sur une métropole scintillante, une cité dont les lumières nocturnes évoquaient une constellation descendue sur Terre pour son seul plaisir. Les murs de son domaine étaient ornés d'œuvres d'art dont la valeur dépassait le revenu annuel de nations entières, et pourtant, dans cette splendeur matérielle, quelque chose d'essentiel manquait. Cette chaleur humaine que nulle fortune ne saurait acheter, ce lien viscéral avec l'humanité ordinaire qu'il avait, sans s'en rendre compte, sacrifié sur l'autel de son ambition démesurée. Ce soir-là, un soir de mars où le printemps hésitait encore à déployer ses promesses, Édouard se tenait devant la baie vitrée de son bureau privé, contemplant l'étendue de son domaine virtuel, avec cette satisfaction tranquille du conquérant qui croit avoir dompté tous les caprices du destin. Ses doigts couraient sur le clavier de son ordinateur avec la grâce d'un pianiste virtuose, orchestrant des transactions qui déplaçaient des millions d'euros d'un continent à l'autre en une fraction de seconde. Il ne savait pas encore, comment l'aurait-il pu, que dans l'ombre numérique de son empire, une menace se tramait, silencieuse et implacable comme la faux du destin. Des pirates informatiques, ces brigands modernes dont la dextérité technique égalait son propre génie entrepreneurial, avaient patiemment tissé leur toile autour de ces systèmes de sécurité, attendant le moment propice pour frapper avec une précision chirurgicale qui ne laissait aucune place à l'erreur ou à la clémence. Le coup tomba à 3 heures du matin, cette heure lugubre où même les villes qui ne dorment jamais semblent retenir leur souffle. Édouard fut arraché à son sommeil par la sonnerie stridente de son téléphone, ce messager impitoyable des catastrophes nocturnes. La voix paniquée de son directeur de la sécurité informatique lui apprit, dans un flot de termes techniques qu'il peinait à saisir dans sa torpeur, que l'impensable s'était produit. Ses comptes avaient été vidés, ses actifs numériques détournés, ses investissements volatilisés dans le néant électronique. En l'espace de quelques heures, son empire s'était effondré comme un château de cartes balayé par une tempête qu'il n'avait pas vu venir, aveuglé qu'il était par son hubris et sa confiance excessive en l'invulnérabilité de ses systèmes. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé, une descente aux enfers orchestrée par la bureaucratie bancaire, les autorités judiciaires et les médias qui se délectaient de sa chute avec cette cruauté particulière que réserve la société aux puissants déchus. Les banques gelèrent ses comptes restants, invoquant des procédures d'enquête qui s'étiraient dans le temps avec une lenteur désespérante. Ses associés, ses amis de circonstance dont la loyauté n'avait jamais été mise à l'épreuve, se détournèrent de lui avec une promptitude qui révélait la nature superficielle de leurs relations. Le conseil d'administration de sa propre entreprise vota son éviction, arguant que sa présence nuisait à l'image de la société et compromettait les négociations en cours avec les investisseurs. En l'espace de 3 semaines, Édouard Valmont passa du statut de millionnaire admiré à celui de paria social, un homme dont le nom même était devenu synonyme d'échec et d'imprudence dans les cercles qu'il fréquentait jadis avec tant d'aisance. Son appartement de luxe fut saisi pour couvrir les dettes qu'il avait accumulées pendant cette période de transition chaotique, et il se retrouva contraint d'emménager dans un studio miteux du 19e arrondissement, un espace exigu qui tenait plus du placard que du logement décent, avec ses murs lépreux et son unique fenêtre donnant sur une cour intérieure où ne pénétrait jamais la lumière du soleil. Ce fut dans ce taudis, assis sur un matelas posé à même le sol, son seul meuble hormis une chaise bancale et une table branlante récupérée dans la rue, qu'Édouard prit véritablement conscience de l'ampleur de sa déchéance. L'homme qui avait dîné avec des ministres et des célébrités se retrouvait à compter les pièces de monnaie qui lui restaient, calculant combien de jours il pourrait tenir avant de sombrer dans l'indigence totale. Son estomac criait famine depuis 2 jours, mais l'orgueil, ce dernier vestige de son ancienne grandeur, l'empêchait de mendier ou de se présenter aux distributions de nourriture organisées par les associations caritatives. Il avait toujours cru que la pauvreté était une question de choix, une conséquence de la paresse ou du manque d'ambition, et découvrait maintenant, dans sa chair même, combien cette conviction était erronée et cruelle.
La faim n'était pas simplement une sensation désagréable qu'on pouvait ignorer en se distrayant, c'était une douleur lancinante qui envahissait chaque cellule de son corps, une obsession qui occupait toutes ses pensées et réduisait son existence à la quête primitive de subsistance. Le 3e jour de jeûne forcé, alors que le crépuscule jetait ses ombres mélancoliques sur les toits de Paris, Édouard fouilla les poches de ses derniers vêtements de luxe, ses costumes Armani désormais froissés et tachés, qui témoignaient d'une splendeur révolue. Au fond d'une poche intérieure, ses doigts tremblants découvrirent de quelques pièces et un billet de 10 € froissé qu'il avait oublié là, lors d'une époque où une telle somme ne représentait rien pour lui, moins que rien, un pourboire négligeable qu'il distribuait sans y penser aux voituriers et aux serveurs. Aujourd'hui, ces 10 € brillaient à ses yeux comme un trésor inestimable, une bouée de sauvetage dans l'océan de son désespoir. Sans réfléchir davantage, mu par un instinct de survie qui court-circuitait toute fierté résiduelle, il saisit son téléphone portable, l'un des rares objets qu'on ne lui avait pas encore confisqués, et ouvrit une application de livraison de nourriture dont il n'avait jamais eu besoin auparavant, tant ses repas lui étaient préparés par des chefs privés ou servis dans des restaurants étoilés. La pizza margarita, ce plat simple et universel que les Napolitains avaient élevé au rang d'art culinaire, lui parut soudain être le summum du luxe gastronomique. Il passa commande avec des mains qui tremblaient d'anticipation et d'épuisement, précisant l'adresse de son studio minable avec une honte cuisante qu'il s'efforça de réprimer. Puis il attendit, assis sur son matelas crasseux, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone qui suivait la progression de sa commande à travers les rues de la capitale. Chaque notification, votre commande est en préparation, votre livreur est en route, votre livreur arrive dans 5 minutes, faisait battre son cœur un peu plus fort, comme si ce simple repas allait résoudre tous ses problèmes, comme si cette pizza pouvait combler le vide béant que la catastrophe avait creusé dans sa vie. Lorsque la sonnette de l'interphone retentit enfin, stridente et impérieuse dans le silence de son studio, Édouard se leva avec une précipitation qui fit tourner sa tête affaiblie. Il dévala les 4 étages qui le séparaient de l'entrée de l'immeuble, trop impatient pour attendre l'ascenseur en panne depuis des semaines. Sur le seuil se tenait une jeune femme d'une 20aine d'années, vêtue d'un blouson aux couleurs criardes de la plateforme de livraison, un casque de scooter coincé sous un bras et le sac isotherme contenant sa pizza dans l'autre main. Ce qui frappa immédiatement Édouard, au-delà de sa fatigue évidente et de ses vêtements de travail usés, ce fut la vivacité de son regard, ses yeux noisettes pétillants d'une intelligence et d'une curiosité que la rudesse de son métier n'avait pas encore émoussé. Elle le dévisagea un instant, et dans ce bref échange de regards, Édouard eut la sensation troublante qu'elle voyait au-delà de son apparence dépenaillée, qu'elle percevait quelque chose de son histoire récente gravée dans les cernes sous ses yeux et la maigreur de ses joues. 10,50 €, annonça-t-elle d'une voix claire et assurée, sans trace de jugement ni de pitié dans le ton, ce qui lui parut plus précieux que toute la compassion ostentatoire qu'il avait reçue de ses anciennes relations pendant sa chute. Édouard fouilla dans sa poche avec des gestes maladroits, en extirpa son billet de 10 € et les quelques pièces qui devaient compléter le montant. Mais au moment de compter la monnaie, ses doigts gourds par la faiblesse laissèrent échapper plusieurs pièces qui roulèrent sur le trottoir avec un tintement métallique qui résonna dans la rue déserte comme un rappel cruel de sa déchéance. La jeune femme s'accroupit sans hésitation pour l'aider à ramasser les pièces égarées, et dans ce geste simple et spontané, dénué de toute condescendance, Édouard perçut une humanité qu'il n'avait plus rencontrée depuis longtemps dans les interactions glaciales du monde des affaires. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle en se relevant, et la sollicitude sincère qui transparaissait dans sa question brisa quelque chose en lui, une digue qu'il avait construite pour contenir le flot de ses émotions. Il acquiesça faiblement, incapable de prononcer un mot de peur que sa voix ne trahisse l'état de désespoir dans lequel il se trouvait. Elle lui tendit le sac contenant la pizza, mais au lieu de repartir immédiatement comme le dictait la logique d'un métier où chaque minute compte, elle resta là, l'observant avec une attention qui n'avait rien de voyeuriste, mais relevait plutôt d'une empathie instinctive face à la détresse humaine. « Écoutez, » reprit-elle après un moment d'hésitation, « je termine mon service dans 1 heure. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je connais un café pas loin où le patron me doit une faveur. Je pourrais vous offrir quelque chose de chaud. » Cette proposition, formulée avec une délicatesse qui respectait sa dignité tout en lui tendant une main secourable, déconcerta Édouard plus que n'importe quelle rebuffade ou moquerie. Pourquoi cet inconnu, qui gagnait probablement le salaire minimum en enchaînant les livraisons à travers la ville,
Prendrait-elle le risque de s'attarder auprès d'un parfait étranger, manifestement en difficulté? Dans son ancien monde, chaque geste de générosité cachait un calcul, chaque offre d'aide dissimulait une attente de retour sur investissement. Mais dans les yeux de cette jeune femme dont il ne connaissait même pas le nom, il ne décelait aucune arrière-pensée, seulement cette compassion désintéressée qui semble avoir disparu du cœur des hommes dans cette époque où tout se monnaie et se quantifie. Je ne sais pas, balbutia-t-il enfin, sa voix rauque trahissant les jours de silence et d'isolement. Je ne veux pas vous déranger. Vous devez être fatigué. Elle haussa les épaules avec un sourire qui illumina brièvement son visage marqué par la fatigue d'une longue journée de travail. On est tous fatigués dans ce monde, non? Mais ça n'empêche pas de rester humain. Le café des artistes, rue Oberkampf, dans 1 heure. Si vous venez, tant mieux. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Sur ces mots, elle enfourcha son scooter électrique et disparut dans le crépuscule urbain, le laissant seul sur le trottoir, avec sa pizza tiède et un sentiment étrange qu'il peinait à identifier. Un mélange de gratitude, de confusion et d'espoir fragile qu'il croyait avoir définitivement perdu lors de ces semaines cauchemardesques. Édouard remonta péniblement jusqu'à son studio, s'assit sur son matelas et ouvrit le carton de pizza avec des mains qui tremblaient d'épuisement et d'émotion. La première bouchée lui parut être la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais mangée, non pas par quelque qualité gastronomique particulière, mais simplement parce qu'elle apaisait la douleur lancinante de la faim qui le torturait depuis 3 jours. Il dévora 3 parts avant de se forcer à s'arrêter, conscient que son estomac rétréci ne supporterait pas davantage après cette période de privation. Puis repu mais toujours troublé par la rencontre inattendue, il contempla l'heure qui tournait sur son téléphone, se demandant s'il devait accepter cette invitation aussi mystérieuse que généreuse. L'orgueil et la raison lui soufflèrent de rester cloîtré dans son studio, de ne pas s'exposer davantage au regard d'autrui, de préserver ce qui restait de sa dignité meurtrie, en évitant toute interaction sociale qui ne serait qu'un rappel supplémentaire de sa chute vertigineuse. Pourtant, quelque chose de plus profond, de plus viscéral que la logique froide qui avait gouverné son existence passée, le poussait vers cette rue Oberkampf, où l'attendait peut-être la seule personne à lui avoir témoigné de la bonté sans rien attendre en retour depuis le début de son calvaire. À 55 minutes exactement après leur rencontre fortuite sur le seuil de son immeuble délabré, Édouard se leva de son matelas avec une détermination qu'il ne se connaissait plus, enfila une chemise légèrement moins froissée que les autres et se regarda dans le fragment de miroir qui subsistait dans la minuscule salle de bain. L'homme qui lui faisait face était méconnaissable. Les traits creusés par la privation, les cheveux qui commençaient à pousser de façon anarchique faute de moyens pour se payer un coiffeur, les yeux cernés de ombres violacées qui témoignaient de nuits blanches passées à ruminer son infortune. Cet étranger dans le miroir n'avait plus rien du titan de l'industrie qui paradait dans les galas de charité quelques mois auparavant, mais peut-être, se dit-il avec une lucidité nouvelle, cet homme diminué était-il plus authentique que le personnage arrogant qu'il avait incarné pendant des années. Le trajet jusqu'à la rue Oberkampf lui parut interminable, non pas à cause de la distance physique qui était somme toute raisonnable, mais en raison de la guerre intérieure qui faisait rage dans son esprit à chaque pas. Les rues de Paris, qu'il avait autrefois traversées dans des voitures de luxe sans jamais vraiment les voir, se révélèrent maintenant dans toute leur complexité stratifiée, les sans-abri recroquevillés dans les porches des immeubles, les travailleurs nocturnes qui rentraient chez eux avec cette fatigue résignée peinte sur leur visage, les jeunes gens qui riaient bruyamment à la sortie des bars, insouciants et vivants d'une manière qu'il n'avait jamais été même au sommet de sa gloire. Il marchait parmi eux désormais, non plus comme un observateur distant perché dans sa tour d'ivoire, mais comme l'un d'entre eux, un être humain parmi d'autres, vulnérable et exposé aux aléas d'une existence dont il découvrait seulement maintenant la précarité fondamentale. Cette prise de conscience, loin d'être apaisante, lui donnait le vertige, comme s'il se tenait au bord d'un précipice dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Le Café des Artistes était un établissement modeste coincé entre une laverie automatique et un magasin de vêtements vintage, le genre d'endroit qu'il n'aurait jamais remarqué dans sa vie antérieure, trop occupé à fréquenter les bars branchés du 16e arrondissement, où un simple cocktail coûtait plus que le salaire journalier d'un travailleur ordinaire. La façade décrépite arborait une enseigne en néon, dont plusieurs lettres ne fonctionnaient plus, créant un effet stroboscopique qui aurait paru kitsch à ses yeux d'autrefois, mais qui possédait maintenant un charme étrange, presque réconfortant dans sa modestie assumée.
À travers la vitre embuée, il aperçut quelques clients éparpillés dans la salle faiblement éclairée, des habitués probablement, qui sirotaient leur consommation avec cette lenteur contemplative des gens qui n'ont nulle part où aller et qui trouvent dans ces espaces publics un refuge contre la solitude des appartements exigus. Son cœur battait la chamade, tandis qu'il poussait la porte vitrée, déclenchant une clochette grêle qui annonça son arrivée avec une discrétion bienvenue. Elle était là, installée au fond de la salle sur une banquette en sky rouge déchirée par endroits et maladroitement réparée avec du ruban adhésif, débarrassée de son uniforme de livreuse et vêtue d'un simple jean et d'un pullover gris qui soulignait sa silhouette menue. Ses cheveux châtains, libérés du casque qui les avait aplatis, retombaient en vagues désordonnées sur ses épaules, et elle feuilletait un livre de poche manifestement lu et relu, tant la couverture était abîmée. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit hésiter près de l'entrée, son visage s'illumina d'un sourire qui ne contenait aucune trace de surprise feinte ou de pitié condescendante, juste une joie sincère qu'il ait accepté son invitation. « Vous êtes venu », dit-elle simplement en refermant son livre et en lui faisant signe de s'asseoir en face d'elle. « J'avoue que je n'étais pas sûr que vous viendriez. Les gens ont parfois du mal à accepter l'aide, surtout quand elle vient de parfaits inconnus. » Sa franchise désarçonna Édouard qui s'attendait aux circonvolutions polies de la conversation mondaine, à ces danses verbales où chacun évite soigneusement de nommer les réalités déplaisantes de l'existence. « Je ne sais même pas pourquoi je suis là », avoua-t-il en s'asseyant avec la raideur de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se confier, qui a passé sa vie à construire des murailles autour de sa vulnérabilité. « Mais vous avez raison, accepter l'aide est difficile, surtout quand on a passé toute son existence à croire qu'on n'en aurait jamais besoin. » Elle hocha la tête avec une compréhension qui semblait dépasser son jeune âge, comme si elle avait déjà rencontré suffisamment de misère humaine dans son métier pour développer une sagesse précoce face aux vicissitudes de l'existence. « Je m'appelle Léa », dit-elle en tendant une main, qu'il serra avec une hésitation maladroite, comme s'il réapprenait les gestes les plus basiques de l'interaction sociale. « Léa Moreau. Et vous n'êtes pas obligé de me raconter votre histoire si vous n'en avez pas envie. Parfois, il suffit juste d'être en compagnie de quelqu'un, de ne pas être seul pendant quelques heures. » Un homme d'une 60aine d'années émergea de derrière le comptoir, un tablier taché noué autour de sa taille imposante, et s'approcha de leur table avec une démarche chaloupée qui trahissait de vieilles blessures ou peut-être simplement le poids des années passées debout à servir des clients. « Léa, ma petite, » dit-il avec un accent du sud-ouest qui traînait agréablement sur les voyelles. « Tu nous amènes un nouvel ami ? Qu'est-ce que je vous sers ?» Léa commanda 2 cafés crème et des croissants, précisant au patron qu'elle s'occuperait de l'addition, et Édouard se sentit rougir de honte à l'idée qu'une jeune femme qui gagnait probablement à peine de quoi survivre paie pour lui, mais son estomac qui criait encore famine étouffa rapidement les protestations de son orgueil. Le patron revint quelques minutes plus tard avec un plateau chargé non seulement des cafés et croissants commandés, mais aussi d'une assiette généreuse de tartines beurrées et de confitures maison, ajoutant avec un clin d'œil complice « Pour les amis de Léa, il y a toujours un petit supplément. Elle m'a sorti d'une situation délicate il y a quelques mois, alors je lui dois bien ça. » Édouard dévora les croissants et les tartines avec un appétit qui aurait été gênant dans son ancienne vie, mais ici, dans ce café miteux où personne ne le jugeait, il se permit d'être simplement un homme affamé cherchant à apaiser le vide de son estomac. Léa le regardait manger avec une satisfaction tranquille, sirotant son café sans rien dire, respectant son besoin de silence et de dignité même dans ce moment de vulnérabilité extrême. Ce n'est qu'après avoir terminé la dernière bouchée qu'Édouard se sentit capable de parler, comme si la nourriture avait non seulement restauré ses forces physiques, mais aussi débloqué quelque chose en lui, une capacité à communiquer qu'il avait perdue pendant les semaines d'isolement forcé. « Je m'appelle Édouard », commença-t-il, sa voix plus assurée maintenant qu'il avait retrouvé un semblant d'énergie. « Édouard Valmont. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, même si j'espère que non. » Léa plissa les yeux, réfléchissant un instant puis secoua la tête. « Désolé, je ne regarde pas beaucoup les actualités. Mon travail me prend tout mon temps, et quand je rentre chez moi, je préfère lire des romans plutôt que de me déprimer avec les nouvelles du monde. » Cette ignorance de son cas, loin de le vexer comme elle l'aurait fait quelques semaines auparavant, lui apparut comme une bénédiction inespérée. Ici, dans ce café anonyme, en face de cette jeune femme qui ne savait rien de son passé glorieux ni de sa chute spectaculaire, il pouvait être simplement Édouard, un homme en difficulté, sans le poids écrasant de sa réputation ruinée. « J'étais riche », dit-il simplement,
décidant qu'elle méritait au moins un fragment de vérité après sa générosité. Très riche. Je possédais une entreprise de technologie, des investissements partout dans le monde, un appartement qui aurait pu loger 50 personnes. Et puis, des pirates informatiques ont tout détruit en une nuit. Ils ont vidé mes comptes, volé mes actifs, et maintenant je n'ai plus rien. Même mes anciens amis m'ont tourné le dos. Vous êtes la première personne à me traiter comme un être humain depuis des semaines. Il avait débité ses phrases sur un ton neutre, factuel, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, mais sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, trahissant l'émotion qu'il s'efforçait de contenir. Léa l'écouta sans l'interrompre, sans manifester ni pitié excessive ni jugement moral, simplement présente et attentive d'une manière que les thérapeutes les plus chers n'auraient pu égaler. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un moment, tournant sa tasse de café entre ses mains, comme pour se donner le temps de formuler une réponse appropriée. « L'argent est une chose étrange », finit-elle par dire, son regard perdu quelque part au-delà de la vitre embuée du café. Il donne l'illusion de la sécurité, du contrôle, de la permanence. Mais au fond, c'est aussi fragile qu'un château de sable face à la marée montante. J'ai grandi dans la pauvreté, monsieur Valmont. Ma mère élevait seule 3 enfants en enchaînant 2 emplois qui la laissaient épuisée au point qu'elle s'endormait parfois tout habillée sur le canapé. Mon père était parti quand j'avais 5 ans, et on ne l'a jamais revu. J'ai appris très jeune que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on est capable de surmonter, dans les liens qu'on tisse avec les autres, dans la capacité à se relever après chaque coup du sort. Ces paroles, qui auraient pu sonner comme des platitudes moralisatrices dans la bouche de ses anciens associés, qui philosophaient sur la pauvreté depuis leur pantouse, prenaient dans la bouche de Léa une résonance de vérité vécue, de sagesse gagnée à la dure école de l'adversité. Édouard se sentit soudainement honteux de son apitoiement sur lui-même, conscient que cette jeune femme qui lui offrait du café et des croissants avait probablement traversé des épreuves bien plus difficiles que sa récente déchéance. Et pourtant, elle n'avait pas perdu cette humanité fondamentale, cette capacité à tendre la main aux autres, malgré ses propres difficultés. « Comment faites-vous » demanda-t-il avec une curiosité sincère qui le surprit lui-même. « Comment gardez-vous cette bienveillance quand le monde est si dur, si impitoyable ?» Léa sourit tristement, un sourire qui contenait des années de lutte silencieuse et de petites victoires arrachées de hautes luttes au quotidien. « Parce que si je deviens aussi dur que le monde, alors j'ai perdu. Si je laisse l'adversité éteindre cette part de moi qui croit encore en la bonté humaine, alors je ne suis plus vraiment vivante. Juste une coquille vide qui survit sans vraiment exister. » Ils restèrent dans ce café jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, bien après que le dernier client soit parti et que le patron ait commencé à empiler les chaises sur les tables dans une chorégraphie familière de fin de service. Édouard parla comme il ne l'avait jamais fait de sa vie, non pas ses discours calculés qu'il prononçait devant les investisseurs ou ses conversations superficielles qu'il entretenait lors des dîners mondains, mais un épanchement authentique de ses peurs, de ses regrets, de ses doutes sur qui il était vraiment sous le vernis de la réussite matérielle. Léa l'écouta avec une attention qui ne faiblissait jamais, posant parfois une question pertinente qui le forçait à approfondir sa réflexion, partageant occasionnellement des fragments de sa propre histoire qui créaient des ponts inattendus entre leurs expériences si différentes en apparence. Il découvrit qu'elle avait 23 ans, qu'elle étudiait la philosophie à l'université tout en travaillant comme livreuse pour payer son loyer et ses études, qu'elle rêvait d'enseigner un jour, mais savait que ce rêve était peut-être inaccessible dans un système éducatif saturé et désargenté. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» finit par demander Édouard, alors que le patron éteignait progressivement les lumières du café, signalant discrètement qu'il était temps de partir. « Vous ne me connaissez pas, vous n'avez aucune raison de vous préoccuper du sort d'un étranger rencontré par hasard. » Léa enfila sa veste élimée et ramassa son livre de poche avant de répondre, et dans la pénombre croissante du café, ses yeux brillaient d'une intensité qui semblait illuminer son visage tout entier. « Parce que j'ai été cet étranger en détresse à plusieurs reprises dans ma vie et que quelqu'un a toujours fini par me tendre la main quand j'en avais le plus besoin. Pas par obligation ou par calcul, mais simplement parce que c'est ce qu'on fait quand on est humain, quand on refuse de fermer les yeux sur la souffrance d'autrui. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux qui adoucit la gravité de ses paroles précédentes, vous aviez l'air tellement perdu sur le pas de votre porte, avec vos pièces qui roulaient partout. Je me suis dit que si je ne faisais rien, vous alliez probablement vous effondrer là, dans la rue, et je n'avais pas envie d'avoir ça sur la conscience. » Ils sortirent ensemble dans la nuit parisienne qui avait pris cette qualité particulière des petites heures du matin, quand la ville semble suspendre son souffle entre l'agitation de la veille et le réveil imminent du jour nouveau.
L'air était frais et portait cette légère humidité qui annonce la rosée matinale, et Édouard inhala profondément, comme s'il respirait vraiment pour la première fois depuis des semaines. Léa le raccompagna jusqu'à son immeuble, marchant à ses côtés dans un silence confortable qui n'avait plus rien de gênant, juste deux êtres humains partageant un moment de tranquillité dans une métropole qui ne dort jamais vraiment. Sur le seuil de l'immeuble, au moment de se séparer, elle fouilla dans son sac à dos usé et en sortit un petit carnet et un stylo. « Tenez », dit-elle en gribouillant rapidement quelque chose sur une page qu'elle arracha ensuite pour la lui tendre. « C'est mon numéro. Si vous avez besoin de parler, ou même juste d'un café et de croissants, n'hésitez pas. » Et aussi, elle inscrivit une autre adresse sous son numéro. C'est l'adresse d'une association qui aide les gens en difficulté. Ils ne posent pas de questions, ils ne jugent pas. Ils ont des ressources pour vous aider à vous remettre sur pied, des contacts pour trouver du travail, ce genre de choses. Votre fierté va probablement vous dire de ne pas y aller, mais si vous pouviez mettre votre fierté de côté juste cette fois, ça pourrait vraiment vous aider. Édouard prit le papier avec des mains qui ne tremblaient plus, le plia soigneusement et le glissa dans sa poche comme un talisman précieux contre le désespoir qui le guettait. « Merci », dit-il, et ce simple mot contenait toute la gratitude qu'il ne parvenait pas à exprimer autrement. Toute la reconnaissance pour cette bouée de sauvetage inattendue qu'elle lui avait lancée au moment où il se noyait dans l'océan de sa déchéance. « Je ne sais pas si je pourrais vous rendre un jour ce que vous avez fait pour moi ce soir. » Léa secoua la tête avec un sourire doux qui chassait l'ombre de gravité qui s'était installée entre eux. « Vous n'avez rien à me rendre. Quand vous serez de nouveau sur pied, et vous le serez même si vous n'y croyez pas encore, tendez la main à quelqu'un d'autre qui en aura besoin. C'est comme ça que ça marche. Cette chaîne invisible de solidarité qui maintient le monde à peu près vivable malgré toutes ces horreurs. Et maintenant, allez dormir. Demain est un autre jour. Et qui sait ce qu'il vous réserve ?» Elle s'éloigna dans la nuit sur son scooter électrique, le bruit feutré du moteur s'estompant progressivement jusqu'à se fondre dans la rumeur lointaine de la ville. Et Édouard resta là, debout sur le trottoir, le petit papier serré dans sa main comme une preuve tangible que cette rencontre extraordinaire n'avait pas été qu'un rêve né de son esprit affamé et désespéré. Il remonta lentement jusqu'à son studio, chaque marche lui semblant moins lourde qu'à l'aller, comme si la conversation avec Léa avait allégé un peu du fardeau écrasant qu'il portait sur ses épaules depuis des semaines. Pour la première fois depuis le début de cette catastrophe qui avait pulvérisé son existence, il s'allongea sur son matelas sans être immédiatement assailli par les pensées noires qui hantaient habituellement ses nuits blanches. Il déplia le papier que Léa lui avait donné, lut et relut son numéro et l'adresse de l'association comme s'il mémorisait une formule magique capable de le sauver, puis il ferma les yeux et s'endormit d'un sommeil profond et réparateur qu'il n'avait plus connu depuis une éternité. Le lendemain matin, Édouard s'éveilla avec une sensation étrange qu'il mit quelques instants à identifier. Ce n'était pas exactement de l'espoir, terme trop grandiloquent pour décrire l'état fragile dans lequel il se trouvait, mais plutôt une absence de ce désespoir paralysant qu'il avait cloué au lit pendant les jours précédents, cette torpeur suicidaire qui transformait chaque réveil en une épreuve insurmontable. La lumière grisâtre du matin parisien filtrait à travers l'unique fenêtre crasseuse de son studio, dessinant des motifs poussiéreux sur le sol nu, et il se leva avec une détermination qu'il croyait avoir définitivement perdue, quelque part dans les décombres de son empire effondré. Le papier que Léa lui avait donné était toujours là, posé sur le rebord de la fenêtre où il l'avait placé avant de s'endormir, et il le contempla longuement comme un voyageur égaré dans le désert contemplerait une carte indiquant la direction d'une oasis hypothétique. L'adresse de l'association était située dans le 11e arrondissement, à une distance raisonnable qu'il pourrait parcourir à pied en économisant ainsi les quelques euros qui lui restaient pour des nécessités plus pressantes. Il se prépara avec un soin méticuleux qui contrastait avec la négligence dans laquelle il s'était complu ces dernières semaines, se rasant tant bien que mal avec un rasoir jetable émoussé qu'il avait trouvé dans un placard, lissant ses cheveux trop longs avec de l'eau froide, enfilant la chemise la moins froissée de son maigre garde-robe. L'homme qui lui faisait face dans le miroir fêlé n'avait certes plus rien du magnate impeccablement vêtu qui paradait dans les magazines économiques, mais il y avait dans son regard une intensité nouvelle, une détermination née de l'adversité qui remplaçait l'arrogance insouciante d'autrefois. Cette transformation, loin d'être purement cosmétique, reflétait un changement plus profond qui s'opérait dans les tréfonds de son être, une métamorphose douloureuse qui le forçait à redéfinir son identité au-delà des oripeaux de la richesse et du statut social.
Qui était Édouard Valmont sans son empire financier, sans ses costumes sur mesure, sans les marques extérieures de sa réussite? Cette question terrifiante réclamait une réponse qu'il commençait seulement à entrevoir, fragmentaire et incertaine, dans les recoins les plus honnêtes de sa conscience. Le trajet jusqu'à l'association lui permit d'observer Paris sous un angle radicalement différent de celui qu'il avait connu dans sa vie antérieure. Les rues qu'il arpentait maintenant à pied, au lieu de les traverser dans des taxis climatisés en fixant l'écran de son téléphone, révélaient une stratification sociale qu'il n'avait jamais vraiment perçue dans sa bulle de privilèges. Il croisa des mères de famille qui tiraient des caddies remplis de courses achetées dans les supermarchés discount, des hommes âgés qui traînaient sur les bancs publics avec cette solitude résignée des personnes dont les enfants ont migré vers d'autres villes pour y chercher une vie meilleure, des jeunes gens au regard dur qui fumaient des cigarettes roulées à la main, en palabrant dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Ces gens qu'il aurait autrefois considérés avec l'indifférence distraite du privilégié pour qui les masses laborieuses ne constituent qu'un décor flou à la périphérie de sa conscience, lui apparaissaient maintenant dans toute leur complexité humaine, chacun portant le poids d'une histoire personnelle tissée de luttes et de compromis quotidiens. L'association occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble de briques rouges, dont la façade aurait eu besoin d'un bon ravalement, coincé entre une boucherie halal et un magasin de téléphonie mobile qui proposait des réparations à bas prix. Une enseigne discrète annonçait « Solidarité nouvelle, accompagnement et insertion », et à travers la vitrine aux rideaux à moitié tirés, Édouard apercevait une salle d'attente meublée de chaises dépareillées, où patientaient déjà plusieurs personnes. Il resta immobile sur le trottoir pendant de longues minutes, paralysé par une dernière vague de résistance orgueilleuse qui lui soufflait de rebrousser chemin, de préserver au moins l'illusion qu'il pouvait se débrouiller seul, qu'il n'avait pas encore franchi ce seuil symbolique qui le ferait basculer définitivement dans la catégorie des assistés, des ratés, de ceux qui ont besoin de la charité publique pour survivre. Mais la voix de Léa résonnait dans sa mémoire, douce et ferme à la fois, lui rappelant que la fierté mal placée n'était qu'une autre forme de lâcheté, un refus de regarder la réalité en face et d'accepter l'aide quand elle était offerte sans conditions humiliantes. Il poussa la porte avec une détermination qui masquait à peine son appréhension, déclenchant une sonnette qui attira brièvement l'attention des personnes assises dans la salle d'attente avant qu'elles ne retournent à leur contemplation silencieuse du sol ou des vieux magazines éparpillés sur une table basse. Une femme d'une 50aine d'années émergea d'un bureau adjacent, les cheveux gris coupés courts et des lunettes rectangulaires perchées sur un nez aquilin, vêtue d'un pull-over vert olive qui avait connu des jours meilleurs. Son regard balaya Édouard avec cette efficacité professionnelle des travailleurs sociaux qui ont appris à évaluer rapidement le degré de détresse de leurs visiteurs sans pour autant porter de jugement moral sur leur situation. « Bonjour », dit-elle avec une chaleur qui semblait authentique malgré la fatigue visible dans les cernes sous ses yeux. « Je suis Marianne Duchamp, coordinatrice de l'association. C'est votre première visite ?» Édouard hocha la tête, incapable de prononcer un mot tant sa gorge était serrée par l'émotion et l'humiliation de se retrouver là, dans cette antichambre de la misère sociale qu'il n'avait jamais imaginé devoir un jour fréquenter. Marianne l'invita à la suivre dans son bureau, une pièce exiguë dont les murs étaient tapissés d'affiches informatives sur les droits sociaux, les numéros d'urgence, les programmes d'aide au logement et à l'emploi. Elle lui indiqua une chaise face à un bureau métallique encombré de dossiers et de formulaires, puis s'assit elle-même avec un soupir de soulagement qui trahissait de longues heures passées debout à s'occuper des problèmes des autres. « Alors, » commença-t-elle en sortant un formulaire vierge d'un tiroir, « racontez-moi ce qui vous amène ici, sans jugement, sans gêne. Nous avons vu passer toutes sortes de situations, et croyez-moi, rien ne nous choque plus. » Et cette ouverture bienveillante débloqua quelque chose en Édouard, et il se retrouva à raconter son histoire pour la deuxième fois en 24 heures, mais cette fois avec moins de détails sur son ancienne opulence et davantage de franchise sur l'état de dénuement absolu dans lequel il se débattait maintenant. Marianne l'écouta en prenant des notes occasionnelles, n'interrompant son récit que pour poser des questions précises sur sa situation administrative, ses qualifications professionnelles, son état de santé physique et mentale. Quand il eut terminé, elle posa son stylo et croisa les mains sur son bureau avec une expression qui mêlait la compassion professionnelle à une détermination pragmatique. « Monsieur Valmont, votre cas n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Nous recevons régulièrement des personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain. Un divorce ruineux, une maladie grave, une escroquerie, une faillite d'entreprise. La chute est toujours brutale et le choc psychologique souvent plus difficile à surmonter que les difficultés matérielles elles-mêmes.
Mais vous avez deux avantages considérables que beaucoup de nos bénéficiaires n'ont pas. Vous êtes en bonne santé physique et vous possédez des compétences professionnelles de haut niveau qui, une fois que vous aurez retrouvé un minimum de stabilité, pourront être remobilisées. Ces paroles, loin d'être des platitudes consolatrices, étaient énoncées avec une franchise qui forçait Édouard à envisager son avenir non plus comme un trou noir, mais comme un champ de possibles encore inexploré. « Voici ce que nous allons faire », poursuivit Marianne en sortant plusieurs documents d'un classeur. « Nous allons d'abord vous inscrire pour une aide alimentaire d'urgence. Vous pourrez venir chercher des colis 2 fois par semaine, ce qui devrait vous permettre de tenir sans vous affamer. Ensuite, nous allons regarder votre situation administrative et voir si vous êtes éligible au RSA ou à d'autres aides sociales. Je vais aussi vous mettre en contact avec notre psychologue bénévole, parce que franchement, Monsieur Valmont, vous avez l'air d'être au bout du rouleau, et il serait bête de ne pas profiter de ce soutien. » L'idée de voir un psychologue aurait horrifié l'ancien Édouard, pour qui consulter un professionnel de la santé mentale était un aveu de faiblesse incompatible avec l'image du self-made man invincible qu'il cultivait soigneusement. Mais le nouvel Édouard, celui qui était né des cendres de son empire effondré, acquiesça sans protester, reconnaissant avec une lucidité douloureuse qu'il avait effectivement besoin d'aide pour démêler les chevaux de pensées sombres qui s'enroulaient autour de son esprit comme des ronces autour d'un arbre mort. Marianne lui fit remplir une série de formulaires, processus bureaucratique fastidieux mais nécessaire qui le forçait à quantifier sa déchéance en termes administratifs. Revenus actuels, 0. Biens mobiliers, pratiquement rien. Situation familiale, seul. Logement, un studio insalubre de 15 mètres carrés. Chaque case cochée, chaque ligne remplie était une petite mort de son ego, une pierre tombale supplémentaire sur la sépulture de son ancienne identité. Après avoir complété les formalités initiales, Marianne le conduisit dans une autre pièce qui servait d'entrepôt pour les denrées alimentaires collectées auprès des supermarchés et des particuliers. Des étagères métalliques croulaient sous le poids de conserves, de pâtes, de riz, de produits d'hygiène basiques, une corne d'abondance de la charité moderne qui permettait aux plus démunis de survivre en marge d'une société d'abondance paradoxalement incapable de garantir à tous ses membres un accès aux nécessités fondamentales. « Prenez ce dont vous avez besoin pour la semaine », dit Marianne en lui tendant un sac en toile, « et n'hésitez pas à revenir jeudi prochain pour un nouveau colis. Nous avons aussi des vêtements d'occasion si vous en avez besoin, et des couvertures maintenant que les nuits commencent à fraîchir. » Édouard remplit le sac avec des mains qui tremblaient légèrement, choisissant les articles les plus nourrissants sans se préoccuper de leur qualité gastronomique, découvrant que la faim abolit les préférences culinaires et réduit l'alimentation à sa fonction première, maintenir le corps en état de fonctionnement. En quittant l'association 1 heure plus tard, le sac de provisions pesant lourdement sur son épaule, Édouard se sentait étrangement plus léger, malgré le poids physique qu'il transportait. Le simple fait d'avoir partagé son fardeau avec quelqu'un de compétent, d'avoir transformé son désespoir diffus en un plan d'action concret avec des étapes définies, avait opéré une sorte de magie psychologique qui chassait un peu de l'obscurité qui l'enveloppait depuis des semaines. Il avait un rendez-vous avec la psychologue le mercredi suivant, une date de retour pour le colis alimentaire le jeudi, et Marianne lui avait promis de le contacter dans les 15 jours avec des informations sur les aides financières auxquelles il pourrait prétendre. Pour la première fois depuis le début de cette catastrophe, il pouvait entrevoir une structure temporelle qui s'étendait au-delà de la simple survie au jour le jour, un calendrier rudimentaire qui réintroduisait un semblant de normalité dans son existence chaotique. Il rentra chez lui par un itinéraire légèrement différent, qui le fit passer devant une bibliothèque municipale dont il n'avait jamais remarqué l'existence dans sa vie antérieure. Une impulsion soudaine le poussa à y entrer, attiré par cette promesse de refuge gratuit que représentent les bibliothèques, pour tous ceux qui cherchent à échapper temporairement aux rigueurs de leurs conditions. L'intérieur était calme et accueillant, avec ses rangées d'étagères chargées de livres et ses tables de lecture où quelques personnes étudiaient ou lisaient dans un silence respectueux. Une bibliothécaire d'une trentaine d'années leva les yeux de son ordinateur et lui sourit avec cette neutralité bienveillante des professionnels du livre qui ne jugent jamais leurs visiteurs sur leur apparence. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Et Édouard se surprit à demander comment obtenir une carte de bibliothèque, découvrant avec un soulagement presque enfantin que l'inscription était gratuite et ne nécessitait qu'un justificatif de domicile et une pièce d'identité. 10 minutes plus tard, il ressortait avec une carte de bibliothèque toute neuve
et 2 livres empruntés, un roman de Victor Hugo qu'il n'avait jamais pris le temps de lire malgré sa réputation, et un essai sur la résilience psychologique qui avait attiré son attention par son titre prometteur. Ces acquisitions, aussi modestes fussent-elles, lui procuraient une satisfaction disproportionnée par rapport à leur valeur objective, comme si le simple fait de pouvoir emprunter des livres gratuitement était une forme de richesse qu'il n'avait jamais appréciée dans sa vie d'opulence où il achetait compulsivement des ouvrages qu'il ne lisait jamais, encombrant les bibliothèques de son appartement de volumes qui servaient davantage de décoration que de nourriture intellectuelle. Il se demanda combien d'autres ressources gratuites ou peu coûteuses existaient dans cette ville qu'il croyait connaître, mais qu'il n'avait en réalité jamais vraiment exploré au-delà de ses quartiers huppés et de ses établissements réservés à l'élite fortunée. De retour dans son studio, il rangea soigneusement les provisions dans le placard qui lui servait de garde-manger improvisé, admirant presque l'abondance relative que représentaient ces quelques conserves et ces paquets de pâtes. Pour quelqu'un qui avait vécu dans la pénurie absolue pendant des semaines, il se prépara un repas simple mais copieux, des pâtes au thon en boîte assaisonnées d'huile d'olive et d'herbes séchées, et mangea lentement en savourant chaque bouchée, avec une gratitude qu'il n'avait jamais éprouvée dans les restaurants gastronomiques où il dépensait des fortunes pour des créations culinaires qu'il photographiait pour les réseaux sociaux, avant d'y toucher à peine. Cette redécouverte du plaisir simple de manger quand on a faim, de se sentir rassasié après avoir connu la privation, lui révélait une vérité que toute sa éducation privilégiée et son succès financier lui avaient cachée. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de luxe superflu, mais dans la satisfaction des besoins fondamentaux, dans cette sensation primitive de sécurité qui vient du fait de savoir qu'on aura de quoi manger demain et après-demain. Le soir venu, au lieu de ruminer ses malheurs dans l'obscurité comme il l'avait fait pendant tant de nuits insomnes, Édouard alluma la lampe de chevet récupérée dans un vide-grenier et ouvrit le roman de Hugo. Les premiers mots le happèrent dans un monde qui n'avait rien à voir avec ses préoccupations immédiates mais qui, paradoxalement, résonnait avec sa propre expérience de la chute sociale et de la rédemption possible. Il lut pendant des heures, oubliant momentanément la précarité de sa situation, transporté par la prose du grand écrivain qui avait lui aussi connu l'exil et la disgrâce avant de devenir une figure vénérée de la littérature française. Cette évasion temporelle dans la fiction lui rappela une leçon qu'il avait oubliée dans sa course effrénée vers le succès matériel. L'esprit humain a besoin de se nourrir d'autre chose que de chiffres et de transactions. Il réclame de la beauté, du sens, des histoires qui illuminent les recoins sombres de l'existence et offrent des perspectives nouvelles sur la condition humaine. Avant de s'endormir, il sortit le papier que Léa lui avait donné et contempla son numéro de téléphone. Il avait envie de l'appeler, de lui raconter sa journée, de la remercier encore pour le coup de pouce qu'elle lui avait donné en lui indiquant l'association qui s'était révélée être effectivement une bouée de sauvetage. Mais il hésitait, craignant de l'importuner, de devenir ce type collant qui abuse de la gentillesse d'une connaissance récente en la bombardant de messages nécessiteux. Finalement, il se contenta de lui envoyer un SMS bref. « Bonjour Léa, je suis allé à l'association aujourd'hui. Merci encore pour votre aide. J'espère que vous allez bien. Édouard. » Il posa le téléphone et ferma les yeux. Et pour la 2e nuit consécutive, le sommeil vint rapidement, lourd et réparateur, sans être perturbé par les cauchemars qui l'avaient hanté pendant les semaines précédentes. Dans ses rêves, il marchait dans les rues d'une ville qu'il ne reconnaissait pas, mais au lieu de se sentir perdu, il éprouvait une curiosité joyeuse face à ce territoire inconnu qui s'ouvrait devant lui, rempli de possibilités qu'il n'avait jamais envisagées dans son ancienne vie. La réponse de Léa arriva le lendemain matin, alors qu'Édouard se réveillait avec cette sensation encore nouvelle d'avoir effectivement quelque chose à attendre de la journée qui commençait, une raison de sortir de son matelas et d'affronter le monde, plutôt que de se recroqueviller sous la couverture élimée en espérant que l'univers entier disparaisse par magie. Le message était court mais chaleureux. Content que vous ayez franchi le cap. C'est souvent la première étape la plus difficile. Je termine à 18h aujourd'hui, ça vous dirait un café? Je connais un endroit avec vue sur le canal Saint-Martin où on peut s'asseoir sans dépenser une fortune. Léa. Cette invitation inattendue provoqua en lui une joie disproportionnée qui le surprit lui-même, comme si la perspective de passer 1 heure en compagnie de cette jeune femme qu'il connaissait à peine était plus précieuse que tous les rendez-vous d'affaires prestigieux qui avaient autrefois rempli son agenda surchargé. Il répondit immédiatement par l'affirmative, puis se rendit compte avec une pointe d'embarras qu'il ne possédait même pas de quoi lui offrir un café en retour.
mais décida de ne pas laisser cette considération matérielle gâcher son enthousiasme renaissant. Les jours précédant ce nouveau rendez-vous s'écoulèrent avec une lenteur qui contrastait avec la frénésie de sa vie antérieure, où le temps semblait toujours manquer, où chaque minute était comptabilisée et monétisée, transformée en opportunité de profit ou de networking. Maintenant qu'il n'avait plus d'obligations professionnelles, plus de réunions qui s'enchaînaient du matin au soir, plus de téléphones qui sonnaient sans interruption pour réclamer son attention, Édouard découvrait que le temps possédait une élasticité étrange, qu'une journée pouvait paraître interminable quand on n'a rien pour la remplir, si ce n'est les tâches rudimentaires de la survie quotidienne. Il établit une routine qui donnait une structure minimale à ses journées. Lever à 7 heures, toilette sommaire, petit déjeuner frugal composé de pain et de confiture provenant du colis de l'association, puis sorti pour explorer Paris avec ses nouvelles lunettes de piéton désargentées, plutôt que de businessman pressé. Il marchait pendant des heures, découvrant des quartiers dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, observant la vie ordinaire des gens ordinaires, avec une fascination anthropologique qui lui révélait combien son ancienne existence l'avait coupé de la réalité vécue par la majorité de ses concitoyens. Il passait aussi beaucoup de temps à la bibliothèque municipale, qui était devenue son refuge préféré, un sanctuaire climatisé et silencieux, où il pouvait lire pendant des heures, sans qu'on lui demande de partir ou de consommer quelque chose. Les bibliothécaires avaient fini par le reconnaître et le saluaient maintenant avec une familiarité discrète qui lui procurait un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais éprouvé dans les clubs privés où il payait des cotisations exorbitantes pour le privilège de côtoyer d'autres riches qui se surveillaient mutuellement avec une compétitivité à peine voilée. Ici, dans cet espace démocratique où le clochard qui sentait l'alcool et l'étudiant en médecine avaient exactement les mêmes droits d'accès au savoir, Édouard redécouvrait le plaisir simple de la lecture désintéressée, cette activité qui ne rapportait rien en termes de profit immédiat, mais enrichissait l'âme d'une manière que toutes ces transactions financières n'avaient jamais réussi à faire. Il dévorait des romans, des essais philosophiques, des biographies de personnages historiques qui avaient traversé des épreuves bien plus terribles que la sienne, et en étaient ressortis transformés, armés d'une sagesse qu'on ne peut acquérir que dans le creuset de l'adversité. Le mercredi arriva enfin, jour de son premier rendez-vous avec la psychologue de l'association. Édouard s'y rendit avec une appréhension mêlée de curiosité, ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre de cette consultation qui lui avait été présentée comme essentielle à son rétablissement psychologique. La psychologue, une femme d'une quarantaine d'années nommée Dr Sophie Renard, l'accueillit dans un petit bureau aux murs peints d'un jaune apaisant, meublé de 2 fauteuils confortables, disposés face à face plutôt que séparés par l'obstacle symbolique d'un bureau. Son visage dégageait une sérénité professionnelle qui mettait immédiatement à l'aise, et ses premiers mots « Bienvenue Édouard, installez-vous confortablement et prenez le temps de vous sentir en sécurité ici », établirent d'emblée le ton non jugeant de leur échange. Pendant l'heure qui suivit, elle le guida avec une douceur ferme à travers le labyrinthe de ses émotions, l'aidant à nommer et à démêler les sentiments contradictoires qui l'assaillaient, la honte d'avoir échoué, la colère contre les pirates qui l'avaient dépouillé, le ressentiment envers ses anciens associés qui l'avaient abandonné, mais aussi, enfoui sous ces couches de négativité, un soulagement inavoué d'avoir été libéré d'une vie qui, malgré son opulence apparente, l'avait en réalité aliéné de lui-même et des autres. « Ce que vous vivez, » expliqua Dr Renard avec une clarté qui coupait à travers le brouillard de ses pensées confuses, c'est ce qu'on appelle une crise identitaire majeure. Vous aviez construit votre sens de vous-même autour de votre réussite financière et de votre statut social. Quand ces piliers se sont effondrés, vous vous êtes retrouvé face à un vide existentiel terrifiant. Qui est Édouard Valmont sans son argent, sans son titre de PDG, sans son appartement de luxe? C'est la question centrale à laquelle vous devez maintenant répondre, et c'est un processus qui demande du courage, parce qu'il implique de creuser en dessous de toutes les identités sociales que vous aviez endossées pour découvrir qui vous êtes vraiment, au niveau le plus fondamental. Ces paroles résonnèrent en Édouard avec une vérité qui lui coupa le souffle, mettant des mots sur une angoisse diffuse qu'il avait ressentie mais jamais formulée clairement. Elle lui donna des exercices à faire entre leurs séances. Tenir un journal où il noterait 3 choses positives chaque jour, aussi minimes soient-elles, pratiquer des techniques de respiration pour gérer l'anxiété qui le submergeait parfois, et surtout, s'autoriser à ressentir ses émotions sans les juger ni chercher à les réprimer immédiatement. Vous avez passé votre vie à contrôler tout
et à maintenir une façade de perfection, dit-elle en conclusion de leur première séance. Maintenant, vous devez apprendre à lâcher prise, à accepter votre vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une partie intégrante de l'expérience humaine. Il sortit de cette consultation épuisé émotionnellement mais étrangement soulagé, comme si le simple fait d'avoir exposé ses démons intérieurs à la lumière les avait rendus moins menaçants, plus gérables. Le reste de la journée s'écoula dans une sorte de brume contemplative, où il rejoua mentalement leur conversation, examinant sous des angles différents les insights que Dr Renard lui avait offerts. Le soir venu, il se prépara pour son rendez-vous avec Léa avec un soin qui le ramena brièvement à ses anciennes habitudes de séduction calculée, avant qu'il ne se rende compte avec une pointe d'amusement que cette jeune femme l'avait déjà vu dans son pire état, et que tenter de l'impresser serait aussi vain qu'inapproprié. Il opta donc pour la simplicité, chemise propre, jean qui avait connu des jours meilleurs mais était encore présentable, et cette acceptation nouvelle de lui-même tel qu'il était maintenant, dépouillé des artifices de la richesse, mais peut-être plus authentique qu'il ne l'avait jamais été. Le canal Saint-Martin au crépuscule possédait une beauté mélancolique qui contrastait avec l'agitation perpétuelle du Paris touristique. Les péniches amarrées le long des quais oscillaient doucement sur l'eau sombre, où se reflétaient les lumières naissantes du soir, et des groupes de jeunes gens s'installaient sur les berges, avec des bières et des rires qui résonnaient dans l'air printanier. Léa l'attendait près d'une passerelle, vêtue d'une robe simple en coton bleu qui flottait légèrement dans la brise du soir, ses cheveux détachés encadrant son visage avec une grâce naturelle qui n'avait besoin d'aucun artifice pour séduire. Elle lui sourit en le voyant approcher, un sourire qui contenait une joie sincère de le revoir et aucune trace de la pitié condescendante qu'il redoutait toujours de déceler dans les regards d'autrui. « Édouard » s'exclama-t-elle en se levant pour le saluer. « Vous avez meilleure mine que la dernière fois. L'association vous a aidé ?» Il acquiesça en s'asseyant à côté d'elle sur le muret qui bordait le canal, leurs jambes se balançant au-dessus de l'eau comme celles d'enfants insouciants. « Plus que je ne l'aurais imaginé », répondit-il avec une franchise qui le surprit lui-même. « J'ai même commencé à voir une psychologue. C'est étrange. J'aurais refusé catégoriquement il y a quelques semaines. Mais maintenant j'ai l'impression que j'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé. Pas seulement le piratage informatique, mais aussi tout ce qui a précédé. Toutes ces années où j'ai couru après quelque chose sans jamais me demander si c'était vraiment ce que je voulais. » Léa l'écouta avec cette attention totale qu'elle semblait accorder naturellement aux gens, comme si dans ces moments-là, rien d'autre n'existait au monde que la personne qui lui parlait et les mots qu'elle prononçait. « C'est courageux de reconnaître ça, » dit-elle quand il eut terminé. « Beaucoup de gens passent leur vie entière à fuir ce genre de questions, parce qu'y répondre honnêtement implique de remettre en cause toute leur existence. Au moins, vous n'avez plus le choix. La vie vous a forcé à faire une pause et à réfléchir. C'est terrible comme ça s'est produit, mais peut-être qu'au bout du compte, vous en sortirez quelqu'un de meilleur, de plus complet. » Ils parlèrent pendant des heures, regardant le soleil se coucher sur Paris, et les lumières de la ville s'allumaient progressivement comme des étoiles descendues sur terre. Léa lui raconta son enfance difficile dans la banlieue nord, sa mère qui travaillait comme aide-soignante de nuit et rentrait épuisée pour s'occuper quand même de ses 3 enfants, avec un dévouement qui frisait l'héroïsme, son frère aîné qui avait mal tourné et se trouvait maintenant en prison pour trafic de stupéfiants, sa petite sœur qui étudiait brillamment la médecine malgré tous les obstacles socio-économiques dressés sur son chemin. « Tu sais », dit-elle, et Édouard nota qu'elle était passée au tutoiement sans qu'il s'en rende vraiment compte, créant une intimité nouvelle entre eux. « Parfois je me demande si l'argent ne rend pas les gens aveugles à ce qui compte vraiment. Tous les riches que j'ai rencontrés dans mon travail de livreuse, et j'en ai vu beaucoup avec leurs appartements gigantesques et leurs pourboires dérisoires, ont l'air profondément malheureux sous leur vernis de réussite. Ils sont seuls, même quand ils sont entourés de gens. Ils ne font confiance à personne parce qu'ils suspectent tout le monde de vouloir leur argent. Ils passent leur vie à accumuler des choses, mais jamais à vraiment vivre, à vraiment ressentir. » Ces observations, qui auraient pu sembler naïves ou idéalistes venant de quelqu'un d'autre, sonnaient comme une vérité prophétique dans la bouche de Léa, et Édouard devait admettre qu'elle reflétait avec une exactitude troublante sa propre expérience passée. Il avait été cet homme riche et seul, enfermé dans une tour d'ivoire de sa propre fabrication, incapable de nouer des liens authentiques parce qu'il voyait chaque relation humaine comme une transaction potentielle plutôt que comme une fin en soi. « Et toi ?» demanda-t-il. «
curieux de comprendre comment cette jeune femme qui avait si peu sur le plan matériel pouvait rayonner d'une telle plénitude intérieure. Comment fais-tu pour rester, je ne sais pas comment le dire, pour rester lumineuse malgré tout ce que tu traverses? Les études, le travail épuisant, les problèmes familiaux. D'où vient cette force? Léa haussa les épaules avec un sourire un peu triste qui adoucissait ses traits. Je ne suis pas toujours lumineuse, crois-moi. Il y a des jours où je pleure dans mon studio en me demandant si tout ça en vaut la peine, si je ne serais pas mieux en abandonnant mes études pour travailler à plein temps et avoir un peu plus d'argent. Mais ensuite je me rappelle pourquoi je fais tout ça, parce que je veux enseigner la philosophie à des jeunes qui, comme moi, viennent de milieux défavorisés et ont besoin qu'on leur montre que la pensée, la réflexion, la quête de sens ne sont pas des luxes réservés à l'élite, mais des outils de libération accessibles à tous. Et puis, elle se tourna vers lui avec une intensité nouvelle dans le regard. J'ai vu trop de gens dans mon entourage se laisser écraser par la misère, devenir amers et cyniques, au point d'en perdre toute humanité. J'ai décidé très jeune que je ne laisserai pas la pauvreté me voler mon âme, que je resterai ouverte au monde et aux autres, même si le monde est souvent cruel et les autres décevants. La nuit était maintenant complètement tombée, et le canal reflétait les lumières des réverbères comme un miroir liquide, émouvant. Des groupes de jeunes avaient allumé des lanternes, et de la musique s'échappait de haut-parleurs portables, créant une ambiance de fête improvisée qui transformait ce bout de quai en un espace de liberté et d'insouciance temporaire. Édouard se sentait étrangement chez lui dans ce décor qu'il n'aurait jamais fréquenté dans sa vie antérieure, entouré de gens qui n'avaient probablement pas un euro en poche, mais qui riaient et dansaient avec une joie que tous ces millions n'avaient jamais pu lui procurer. « Merci », dit-il soudain à Léa, surprenant lui-même par la charge émotionnelle contenue dans ce simple mot. « Merci de m'avoir montré qu'il existe une autre façon de vivre, une façon que j'avais complètement oubliée, ou peut-être que je n'ai jamais vraiment connue. Je ne sais pas où je serai dans 6 mois ou 1 an, si j'arriverai à reconstruire quelque chose, ou si je resterai dans cette précarité, mais au moins maintenant je sais que même sans argent, il est possible d'être vivant, vraiment vivant. » Léa posa sa main sur la sienne, un geste simple et spontané qui envoya une décharge électrique à travers tout son corps, non pas tant d'attraction sexuelle, bien qu'il ne puisse nier qu'elle éveillait en lui des sentiments qui dépassaient la simple amitié, mais plutôt cette connexion humaine profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis une éternité, peut-être jamais avec une telle intensité. « Tu vas t'en sortir, Édouard », dit-elle avec une conviction qui semblait provenir d'une source de certitude intuitive, plutôt que d'une évaluation rationnelle de sa situation. « Je le sens. Tu as quelque chose en toi que beaucoup de gens n'ont pas. Cette capacité à te remettre en question, à accepter d'avoir eu tort, à changer. C'est rare, surtout chez les hommes qui ont réussi comme toi. La plupart s'accrocheraient à leur ancien mode de pensée même quand il est évident qu'ils les a conduits à l'échec. Toi, tu es prêt à tout réapprendre, à devenir quelqu'un de différent. Ça, c'est précieux. » Ils restèrent ainsi assis côte à côte, jusqu'à ce que le froid de la nuit les force à se lever, leurs mains toujours entrelacées dans une étreinte qui n'avait rien de romantique au sens conventionnel, mais qui était peut-être plus intime que n'importe quel geste sexuel. Une communion d'âme qui se reconnaissait mutuellement par-delà les barrières sociales qui auraient dû les séparer. En la raccompagnant jusqu'à la station de métro la plus proche, Édouard réalisa qu'il était en train de tomber amoureux de cette jeune femme. Non pas de l'amour superficiel et passager qu'il avait connu avec les mannequins et les actrices qui gravitaient autour de lui quand il était riche, attiré par son argent et son statut plutôt que par sa personne véritable, mais d'un amour plus profond et plus terrifiant parce qu'il n'était fondé sur rien d'autre que ce qu'ils étaient réellement, dépouillés de tous les oripeaux sociaux. Cette prise de conscience le troubla profondément car elle venait avec la conscience aiguë de son inadéquation actuelle. Que pouvait-il offrir à une femme comme Léa, lui qui n'avait même pas de quoi lui payer un café, lui qui vivait dans un taudis et dépendait de la charité associative pour se nourrir? Et pourtant, malgré ces considérations rationnelles qui auraient dû étouffer tout espoir dans l'œuf, il ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, justement, c'était maintenant qu'il était, dans cet état de dénuement total, qu'il pouvait espérer construire quelque chose d'authentique avec quelqu'un, une relation basée sur qui ils étaient vraiment, plutôt que sur ce qu'ils possédaient ou représentèrent socialement. « On se revoit bientôt ?» demanda-t-il avec une hésitation qui trahissait l'importance qu'il accordait à sa réponse, tandis qu'il se tenait devant l'entrée du métro où des flots de passagers montaient et descendaient dans un ballet perpétuel. « Bien sûr, » répondit Léa avec ce sourire qui illuminait son visage entier. « Tu as mon numéro. N'hésite pas à m'écrire quand tu veux. »
Et si tu as besoin d'aide pour n'importe quoi, promets-moi de me le dire. Parfois, l'orgueil nous empêche de demander assistance même quand on en a désespérément besoin. Elle l'embrassa légèrement sur la joue, un baiser chaste qui brûla sa peau comme une braise ardente, puis disparut dans les entrailles du métro, le laissant seul sur le trottoir, avec le souvenir de sa présence qui flottait autour de lui comme un parfum persistant. Il rentra chez lui à pied, indifférent à la distance considérable qui le séparait de son studio, marchant dans les rues nocturnes de Paris avec une légèreté dans le cœur qu'il n'avait pas ressentie depuis une éternité, peut-être jamais avec une telle pureté non contaminée par les calculs et les stratégies qui avaient toujours pollué ses émotions dans sa vie antérieure. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme qui, bien que marqué par la précarité matérielle, possédait une qualité de vie que l'ancien Édouard aurait été incapable de reconnaître ou d'apprécier. Il continuait ses visites hebdomadaires à l'association où Marianne l'aidait à naviguer dans le labyrinthe kafkaïen de l'administration française, remplissant des formulaires pour obtenir le RSA, négociant avec les agences immobilières pour trouver un logement légèrement moins insalubre que son studio actuel, le mettant en contact avec des programmes de réinsertion professionnelle qui pourraient éventuellement l'aider à retrouver un emploi. Ces séances avec Dr. Renard devinrent un rendez-vous qui l'attendait avec une impatience presque enfantine, tant elles lui permettaient d'explorer les recoins sombres de sa psyché et de comprendre comment il en était arrivé à construire toute son identité sur des fondations aussi fragiles que la richesse matérielle. Elle l'aidait à démonter, pièce par pièce, l'édifice complexe de défense psychologique qu'il avait érigé depuis l'enfance, le besoin compulsif de prouver sa valeur à travers le succès financier, la peur panique de l'échec qui le poussait à travailler sans relâche au détriment de toute vie personnelle, l'incapacité à nouer des relations authentiques par crainte d'être aimé pour son argent plutôt que pour lui-même. Un matin de fin avril, alors que les marronniers du canal Saint-Martin commençaient à déployer leurs fleurs blanches comme des chandeliers végétaux, Édouard reçut un appel qui le fit vaciller entre l'espoir et l'appréhension. C'était un ancien collègue de son entreprise, un homme nommé Thomas Mercier qui avait été son directeur technique avant que le conseil d'administration ne procède au grand nettoyage qui avait suivi le scandale du piratage. « Édouard » dit la voix familière à l'autre bout du fil, légèrement embarrassée mais chaleureuse. « Je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de nous, et je ne t'en voudrais pas de raccrocher immédiatement, mais j'ai quelque chose à te proposer qui pourrait t'intéresser. » Édouard resta silencieux, son cœur battant à tout rompre, partagé entre l'envie de rejeter violemment toute offre venant de ce monde qu'il avait si cruellement abandonné et la curiosité de savoir ce que cet homme qui avait toujours été correct avec lui pouvait bien avoir à proposer. « Je t'écoute », finit-il par dire, sa voix neutre ne trahissant rien de la tempête émotionnelle qui faisait rage en lui. Thomas expliqua qu'il avait quitté l'entreprise quelques semaines après l'éviction d'Édouard, dégoûté par la manière dont le conseil d'administration avait transformé leur patron en bouc émissaire, tout en négligeant les failles systémiques de sécurité qu'il avait lui-même pointées à plusieurs reprises. Il avait depuis fondé sa propre start-up spécialisée dans la cybersécurité, une petite structure agile qui commençait à attirer l'attention d'investisseurs intéressés par leur approche innovante. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne le côté business et qui puisse parler aux investisseurs », poursuivit Thomas avec une franchise qui semblait authentique. Mais plus important encore, j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur ce que ça fait de se faire pirater, qui comprenne vraiment les enjeux et les conséquences humaines derrière les vulnérabilités techniques. Tu es cette personne, Édouard. Je sais que tu n'as plus rien. Je sais que ta réputation est en lambeaux dans le milieu, mais moi je n'ai jamais douté de ton intelligence, ni de ton intégrité fondamentale. Ce qui t'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Il proposa un salaire modeste pour commencer, rien de comparable avec les sommes astronomiques qu'Édouard gagnait autrefois, mais suffisant pour vivre décemment et reconstruire progressivement une vie stable. « Prends le temps d'y réfléchir », conclut Thomas, « et donne-moi ta réponse quand tu seras prêt. Pas de pression. Pas d'obligation. » Après avoir raccroché, Édouard resta assis sur son matelas pendant une éternité, le téléphone posé sur ses genoux, l'esprit tournoyant autour de cette proposition inattendue qui ouvrait une porte qu'il croyait définitivement fermée. La tentation de dire oui immédiatement était écrasante. Retrouver un emploi, un salaire, une dignité professionnelle, échapper enfin à cette précarité qui l'épuisait mentalement malgré tous les progrès psychologiques qu'il avait réalisés ces dernières semaines. Mais quelque chose le retenait, une voix intérieure qui lui demandait s'il était vraiment prêt à retourner dans ce monde, même dans une version plus modeste et éthique,
s'il n'allait pas retomber dans les mêmes schémas destructeurs qui l'avaient conduit à sa chute. Il décida d'en parler à Dr Renard lors de leur prochaine séance, et aussi à Léa, dont l'opinion commençait à compter pour lui plus que celle de n'importe quel conseiller professionnel aurait pu le faire dans sa vie antérieure. Docteur Renard l'écouta exposer son dilemme avec cette neutralité bienveillante qui caractérisait son approche thérapeutique, ne lui donnant pas de réponse toute faite, mais l'aidant à explorer ses propres sentiments face à cette proposition. « Quelle est votre première réaction viscérale quand vous imaginez accepter ce poste ?» demanda-t-elle. Et Édouard dut admettre avec une franchise qui le surprit lui-même qu'il ressentait autant d'excitation que d'anxiété, un mélange complexe d'enthousiasme à l'idée de retrouver une utilité professionnelle et de peur de perdre quelque chose de précieux qu'il avait découvert dans sa période de dénuement. « Je crois, » dit-il lentement, cherchant ses mots avec soin. « Je crois que j'ai peur de redevenir la personne que j'étais avant, cet homme obsédé par la réussite au point d'oublier de vivre. Mais en même temps, je sais que je ne peux pas rester indéfiniment dans cet état de survie précaire. Il faut que je trouve un équilibre, un moyen de gagner ma vie sans y perdre mon âme. » Docteur Renard sourit avec cette satisfaction discrète du thérapeute qui voit son patient arriver à des insights importants par lui-même. « Vous avez raison d'être vigilant, mais je pense que vous sous-estimez la profondeur de la transformation que vous avez vécue ces derniers mois. Vous n'êtes plus le même homme, Édouard. Vous avez acquis une conscience et une sensibilité que vous ne perdiez pas simplement en reprenant un travail. La question n'est pas de savoir si vous devez accepter ou refuser cette offre, mais comment vous pouvez l'accepter tout en préservant ce que vous avez appris sur vous-même et sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Sa conversation avec Léa, quelques jours plus tard autour d'un café bon marché dans un bistrot de quartier qu'elle affectionnait particulièrement, prit une tournure différente mais tout aussi éclairante. Contrairement à ce qu'il avait craint, elle ne manifesta aucun ressentiment à l'idée qu'il puisse retourner dans le monde des affaires, aucune accusation de trahison envers les valeurs de simplicité et d'authenticité qu'il avait découvertes pendant sa période de pauvreté. « Édouard, » dit-elle avec cette sagesse qui semblait toujours dépasser son jeune âge, « il n'y a rien de noble dans la pauvreté en soi. Ce qui compte, c'est comment tu utilises les ressources que tu as, qu'elles soient importantes ou minimes. Si tu retrouves un emploi et un salaire décent, tu auras l'opportunité d'aider d'autres personnes qui sont dans la situation où tu étais il y a quelques mois. Tu pourras soutenir l'association financièrement, tu pourras tendre la main à des gens en difficulté, tu pourras utiliser ton expérience pour créer quelque chose de positif. Ce serait du gâchis de rester pauvre juste pour prouver que tu as changé. Le vrai changement, c'est dans ta façon d'être au monde, pas dans ton compte en banque. » Elle marqua une pause, sirotant son café avec cette grâce naturelle qui transformait même le geste le plus banal en quelque chose de presque poétique. « Et puis, » ajouta-t-elle avec un sourire malicieux qui fit battre le cœur d'Édouard plus fort, « si tu as un vrai salaire, tu pourras enfin m'inviter au restaurant, au lieu que ce soit toujours moi qui paie. » Cette remarque légère mais chargée de sous-entendus brisa quelque chose en Édouard, une dernière résistance qui l'empêchait d'admettre pleinement ses sentiments pour cette jeune femme extraordinaire. « Léa, » dit-il en posant sa main sur la sienne avec une audace nouvelle, « tu sais que tu es devenue incroyablement importante pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment nommer ce que je ressens parce que ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu avant. Mais je sais que sans toi, je ne serais probablement plus là aujourd'hui. Tu m'as sauvé et pas seulement en me donnant cette pizza et en m'orientant vers l'association, mais en me montrant qu'il existe une autre façon d'être humain, une façon plus vraie et plus généreuse. » Léa rougit légèrement, une teinte rose qui colorait ses joues et la rendait encore plus belle à ses yeux. « Je sais, » dit-elle simplement, « et tu es important pour moi aussi, Édouard. Mais on ne va pas précipiter les choses, d'accord? Tu es encore en pleine reconstruction, tu dois d'abord retrouver tes pieds avant de te lancer dans une relation amoureuse. Et moi aussi, j'ai mes propres complications, mes études, mon travail, ma famille, qui a besoin de moi. Donnons-nous du temps. Voyons où tout ça nous mène naturellement. » Cette sagesse, cette absence de précipitation romantique qui aurait caractérisé une relation plus conventionnelle, toucha Édouard plus profondément que n'importe quelle déclaration passionnée aurait pu le faire. Après plusieurs jours de réflexion intense, Édouard appela Thomas pour accepter sa proposition, mais avec des conditions qui auraient été impensables pour l'ancien lui. Il voulait travailler à temps partiel pour commencer, 4 jours par semaine plutôt que 5, afin de préserver du temps pour continuer sa thérapie et pour s'investir comme bénévole à l'association qui l'avait aidé. Il voulait aussi une clause dans son contrat stipulant qu'une partie de son salaire serait automatiquement versée
à des organisations caritatives de son choix. Thomas accepta ces conditions sans hésitation, visiblement impressionné par cette nouvelle version d'Édouard, qui privilégiait l'équilibre de vie et la contribution sociale au-dessus de l'ambition pure. « Tu as vraiment changé », dit Thomas avec une admiration sincère. « Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens auraient non pu transformer une catastrophe comme celle que tu as vécue en opportunité de croissance personnelle. J'ai hâte de travailler avec cette nouvelle version de toi. » Ils fixèrent une date de début dans 3 semaines, le temps pour Édouard de mettre en ordre ses affaires administratives et de se préparer mentalement à ce retour dans le monde professionnel. Les 3 semaines passèrent dans un tourbillon d'émotions contradictoires et de préparatifs pratiques. Avec l'aide de Marianne, Édouard trouva un petit appartement dans le 20e arrondissement, rien de luxueux mais propre et décent, avec une vraie cuisine et une salle de bain fonctionnelle qui semblait être le summum du confort après les mois passés dans son studio insalubre. Il utilisa une partie de l'avance sur salaire que Thomas lui avait généreusement accordée pour acheter quelques meubles d'occasion et des vêtements présentables pour son futur travail, découvrant avec amusement qu'il prenait plus de plaisir à chiner dans les brocantes et les magasins Emmaüs qu'il n'en avait jamais pris, à faire du shopping dans les boutiques de luxe des Champs-Élysées. Chaque objet qu'il achetait maintenant avait une histoire, une âme, et il les choisissait non pas pour impressionner les autres mais parce qu'ils lui parlaient personnellement, parce qu'ils contribueraient à créer un chez lui authentique plutôt qu'un décor de magazine. Le jour de son emménagement dans le nouvel appartement fut marqué par une surprise qui le toucha jusqu'aux larmes. Léa arriva avec plusieurs de ses amis, une troupe joyeuse de jeunes gens aux origines diverses qui transformèrent le déménagement de ses maigres possessions en une fête improvisée, avec de la musique, des rires, et une solidarité chaleureuse qui lui rappela combien il avait été seul dans sa vie antérieure, malgré la foule de relations superficielles qui l'entouraient constamment. Ils apportèrent des plats cuisinés maison, organisèrent une sorte de potluck multiculturel où se mélangeaient des spécialités maghrébines, africaines, asiatiques, créant une symphonie de saveurs qui célébrait la richesse de la diversité humaine. En regardant ces jeunes gens s'affairer dans son nouvel appartement, accrochant des rideaux, montant des meubles, décorant les murs avec une créativité débordante, Édouard réalisa qu'il était en train de construire quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu, une communauté, un réseau de relations authentiques basé sur l'affection mutuelle et le soutien désintéressé plutôt que sur l'intérêt et le calcul. Marianne passa également dans la soirée, apportant une plante verte et une carte signée par tout le personnel de l'association. « Nous sommes fiers de vous, Édouard », dit-elle avec une émotion visible. Vous êtes l'exemple parfait de ce que nous essayons d'accomplir. Aider les gens non pas simplement à survivre, mais à se reconstruire et à s'épanouir. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours le bienvenu à l'association, non plus comme bénéficiaire, mais comme bénévole si vous le souhaitez. Votre expérience pourrait être précieuse pour d'autres personnes qui traversent ce que vous avez vécu. Cette invitation toucha Édouard profondément car elle signifiait qu'il n'était plus défini uniquement par sa détresse passée, mais reconnu pour ce qu'il pouvait apporter aux autres, pour la sagesse qu'il avait acquise à travers l'épreuve. Il promit de revenir dès que son nouvel emploi serait stabilisé, impatient de pouvoir enfin rendre un peu de tout ce qu'on lui avait donné pendant les mois les plus sombres de son existence. Son premier jour chez la start-up de Thomas fut étrangement déconcertant, non pas parce que le travail était difficile ou l'environnement hostile, mais parce qu'il découvrait qu'il n'était plus la même personne professionnellement. Là où autrefois il aurait foncé tête baissée dans les projets en privilégiant l'efficacité et le profit au-dessus de toute autre considération, il se surprenait maintenant à poser des questions éthiques, à s'interroger sur l'impact social de leurs décisions, à insister pour que la start-up adopte des pratiques commerciales transparentes et responsables. Thomas et l'équipe, loin d'être irrités par ces interventions, semblaient au contraire rafraîchis par cette perspective différente que leur apportait leur nouveau directeur du développement. C'est exactement cette vision dont nous avons besoin, dit Thomas lors d'une réunion où Édouard avait proposé de créer un programme pro bono pour aider les petites associations à sécuriser leurs systèmes informatiques. Construire une entreprise profitable, c'est bien, mais construire une entreprise qui contribue positivement à la société, c'est infiniment mieux. Les mois qui suivirent virent Édouard s'installer progressivement dans une nouvelle vie qui n'avait rien à voir avec son existence antérieure, mais qui possédait une qualité de plénitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il travaillait avec passion et compétence, mais sans cette frénésie compulsive qu'il avait consumée autrefois, préservant du temps pour ses séances de thérapie qu'il continuait religieusement, pour son bénévolat à l'association où il aidait maintenant d'autres personnes en difficulté, pour ses longues promenades dans Paris, qui lui permettaient de rester connecté à cette ville
qu'il avait redécouverte pendant sa période de pauvreté. Il lisait énormément, continuant à fréquenter sa bibliothèque municipale même maintenant qu'il aurait pu se permettre d'acheter tous les livres qu'il voulait, car cet espace démocratique était devenu pour lui un symbole de ce que devrait être la société, un lieu où tout le monde, indépendamment de ses moyens financiers, a accès aux richesses de la culture et du savoir. Sa relation avec Léa évoluait lentement mais sûrement vers quelque chose de plus profond qu'une simple amitié, une intimité émotionnelle qui se construisait patiemment à travers des conversations nocturnes interminables, des promenades le long du canal Saint-Martin devenu leur lieu de rendez-vous privilégié, des silences complices qui n'avaient pas besoin d'être remplis par des paroles superflues. Il ne se pressait pas vers une relation conventionnelle avec ses étapes prévisibles et ses attentes codifiées, préférant laisser leurs sentiments se déployer naturellement, organiquement, sans la pression des normes sociales qui auraient voulu qu'ils définissent immédiatement ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Parfois, Édouard dormait chez elle, dans son minuscule studio d'étudiante où il restait éveillé jusqu'à l'aube, à parler de philosophie, de justice sociale, de leurs rêves pour un monde meilleur. D'autres fois, c'était elle qui venait chez lui, et ils cuisinaient ensemble des repas simples en écoutant de la musique, créant une domesticité partagée qui avait plus de valeur à leurs yeux que n'importe quelle sortie dans un restaurant étoilé aurait pu en avoir. Un an après leur première rencontre sur le seuil de cet immeuble délabré, où Léa lui avait livré une pizza qui s'était révélée être bien plus qu'un simple repas, Édouard organisa une petite fête dans son appartement pour célébrer ce qu'il appelait en privé son anniversaire de renaissance. Il invita tous ceux qui avaient contribué à sa reconstruction. Thomas et quelques collègues de la start-up qui prospéraient maintenant grâce à leur approche éthique des affaires, Marianne et plusieurs bénévoles de l'association, Dr Renard, qui avait exceptionnellement accepté de venir malgré les frontières habituelles entre thérapeutes et patients, et bien sûr Léa avec ses amis qui étaient devenus les siens par extension. En les regardant tous rassemblés dans son salon modeste mais chaleureux, riant et conversant avec cette aisance que seule l'authenticité des relations peut créer, Édouard fut submergé par une vague d'émotions si intense qu'il dut s'excuser un moment et sortir sur le petit balcon qui donnait sur la rue animée du 20e arrondissement. Léa le rejoignit après quelques minutes, s'appuyant contre la rambarde à côté de lui dans un silence confortable. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle finalement, et Édouard prit le temps de formuler une réponse qui rendrait justice à la complexité de ses sentiments. « Je pense, dit-il lentement, que j'ai passé la première moitié de ma vie à accumuler des choses qui ne valaient rien, et que j'ai dû tout perdre pour découvrir ce qui avait vraiment de la valeur. C'est ironique et terriblement injuste que tant de gens doivent passer par la souffrance pour apprendre des leçons que la société devrait enseigner dès le départ. Mais je suis reconnaissant, malgré tout, reconnaissant d'avoir eu cette seconde chance, reconnaissant d'avoir rencontré des gens comme toi qui m'ont montré qu'il existait une autre façon de vivre. » Léa prit sa main et la serra doucement. « Tu sais ce qui est beau dans ton histoire ?» dit-elle avec ce sourire qui illuminait toujours son visage. « C'est que tu n'es pas devenu quelqu'un de complètement différent. Tu as gardé ton intelligence, ta compétence, ta capacité à réussir professionnellement. Tu as juste appris à mettre ces qualités au service de quelque chose de plus grand que ton ego. C'est ça, la vraie réussite. Utiliser ses talents pour contribuer au bien commun, plutôt que juste pour son enrichissement personnel. » Ils restèrent ainsi sur le balcon tandis que la nuit tombait doucement sur Paris, écoutant la rumeur de la ville qui ne dort jamais, cette symphonie urbaine faite de klaxons lointains, de conversations qui s'échappaient des fenêtres ouvertes, de musique qui filtrait des bars de quartier. En bas dans la rue, Édouard aperçut un livreur de nourriture sur son scooter électrique, et il se demanda si cette personne traversait elle aussi des difficultés, si derrière cet uniforme standardisé se cachait une histoire complexe de luttes et d'espoir. Il pensa à tous ceux et celles qui, à cet instant même, se débattaient dans la précarité, qui ne savaient pas d'où viendrait leur prochain repas, qui dormaient dans des appartements insalubres, en rêvant d'une vie meilleure. Et il se promit silencieusement de ne jamais oublier ce qu'il avait vécu, de ne jamais retomber dans cette bulle de privilèges qui isole des réalités du monde, de continuer à tendre la main à ceux qui en avaient besoin comme tant de mains s'étaient tendues vers lui quand il était au plus bas. « Viens », dit Léa en le tirant gentiment vers l'intérieur, « tes invités vont croire qu'on s'est enfuis ensemble. » Ils retournèrent dans le salon où la fête battait son plein, et Édouard leva son verre de vin modeste pour porter un toast. « À tous ceux qui sont ici ce soir, » dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais plus en rien.
Merci de m'avoir aidé à me reconstruire. Merci de m'avoir montré que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans les liens qu'on tisse avec les autres. Et à ceux qui ne sont pas ici mais qui m'ont aidé en chemin, à tous les inconnus qui font preuve de bonté sans rien attendre en retour, à tous ceux qui se battent quotidiennement contre l'adversité avec dignité et courage, puissions-nous créer un monde où personne n'aura à choisir entre sa survie et son humanité. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas les applaudissements polis des réceptions mondaines de sa vie antérieure, mais des acclamations chaleureuses et authentiques de gens qui comprenaient vraiment ce qu'il voulait dire, qui avaient eux aussi connu la lutte et savaient que la solidarité n'est pas un luxe mais une nécessité vitale. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que seuls quelques intimes restaient à bavarder tranquillement dans le salon, Léa s'approcha d'Édouard et lui murmura à l'oreille « Je t'aime, tu sais, pas l'homme que tu étais, pas l'homme que tu deviendras peut-être, mais celui que tu es maintenant, avec toutes tes cicatrices et toute ta beauté nouvellement découverte. » Ces mots, prononcés sans fanfare romantique mais avec une sincérité qui les rendait plus précieux que n'importe quelle déclaration fleurie, brisèrent les dernières défenses d'Édouard. « Je t'aime aussi, » répondit-il simplement, « et je te promets que je ne serai jamais l'homme qui t'aime pour ce que tu peux lui apporter, mais celui qui t'aime pour qui tu es, dans toute ta complexité et ta générosité. » Ils s'embrassèrent alors pour la première fois, non pas avec la passion dévorante des débuts de relations conventionnelles, mais avec une tendresse profonde qui contenait déjà toute la promesse d'un amour durable, d'un partenariat construit sur des fondations solides de respect mutuel, de valeurs partagées et de vulnérabilité acceptée. Quand le dernier invité fut parti et qu'ils se retrouvèrent seuls dans l'appartement jonché des vestiges de la fête, Léa et Édouard s'assirent côte à côte sur le canapé d'occasion qu'il avait acheté chez Emmaüs, contemplant le désordre joyeux qui les entourait. « C'était une belle soirée », dit Léa en posant sa tête sur son épaule. « Le genre de soirée dont on se souviendra toute notre vie. » Édouard acquiesça, enveloppant Léa dans ses bras avec une gratitude infinie pour cette femme extraordinaire qui était entrée dans sa vie au moment le plus sombre, portant non seulement une pizza, mais aussi l'espoir, la compassion et la possibilité d'une rédemption qu'il n'aurait jamais cru possible. Il pensa à l'homme qu'il avait été un an auparavant, ce millionnaire arrogant qui croyait que l'argent pouvait tout acheter, qui mesurait sa valeur en termes de compte en banque et de statut social, et il ne ressentait plus aucune nostalgie pour cette vie qui lui semblait maintenant aussi creuse et artificielle qu'un décor de cinéma. La vraie vie, comprit-il enfin, n'est pas celle qu'on exhibe sur les réseaux sociaux ou dans les magazines People, mais celle qu'on construit patiemment jour après jour, à travers des gestes simples de bonté, des conversations profondes, des connexions authentiques avec d'autres êtres humains qui luttent eux aussi pour donner du sens à leur existence. Et tandis que la nuit enveloppait Paris de son manteau étoilé, Édouard Valmont, l'ancien millionnaire devenu un homme ordinaire extraordinaire, s'endormit paisiblement dans les bras de Léa, sachant qu'il avait enfin trouvé ce qu'aucune fortune au monde ne pourrait jamais acheter, une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue,